Bonjour tout le monde, nous sommes le vendredi 26 juin, il est 10 heures du matin. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce webinaire. Je suis Jérémy Schramm, avant-vente senior chez WatchGuard France et aujourd'hui exclusivement, nous avons Pascal Le Digol, Country Manager, comme invité. Bonjour à J'espère tous. que vous m'entendez correctement. Bonjour Pascal, pardon. Normalement, vous voyez mon écran. Comme d'habitude, vous avez le panneau des questions qui est disponible si vous avez quoi que ce soit. N'hésitez pas à vous en servir. Comme d'habitude, je tâcherai de répondre aux questions au fur et à mesure, à moins que ça représente un spoiler et que ça nécessite d'attendre un petit peu. Oui, on va répondre à ces deux questions, tout à fait. On va y répondre dans les premières slides. Donc, je vais attendre un petit peu. Donc, surtout, n'hésitez pas à vous en servir. Euh, L'objet aujourd'hui, donc, c'est de parler du MDR. Et donc, il faudra qu'on réponde à la question cruciale de mais qu'est-ce donc que le MDR? Le sujet, vous l'aviez vu dans l'invitation, c'est comment avoir un SOC. Pardon, le téléphone sonne en même temps. Euh, Comment avoir un SOC sans avoir un SOC et sans avoir les contraintes liées au fonctionnement d'un SOC. Donc, on va répondre à cette question pour vous aujourd'hui. Si je regarde rapidement la liste des participants, je vois qu'il y a et des partenaires et potentiellement des clients finaux. Donc, vous pourriez avoir des perspectives différentes sur les différents propos, mais surtout, quoi qu'il arrive, n'hésitez pas à poser vos questions. Bref, je vais reprendre, ce truc-là et allons-y. Première chose, il faut donc répondre aux deux questions qui ont été posées. Ce sont des questions relatives au vocabulaire. Donc, on va remettre un petit peu l'église au milieu du village, si vous me passez l'expression, et on va redécrire rapidement ce que sont les différents acronymes dont on pourrait parler aujourd'hui. Le premier dont il faut qu'on parle, c'est le SIEM, le Security Information and Event Management. Un SIEM, c'est un outil, une plateforme de plus en plus souvent, un outil qui permet de collecter des logs de façon générale, des télémétries en particulier, et au-delà de simplement les stocker comme l'aurait fait le syslog à l'ancienne, c'est également d'avoir euh, une phase de corrélation, de mise en relation des différents événements, de façon à pouvoir ordonner l'information et, et ne plus avoir besoin potentiellement de passer d'un journal d'événements à un autre pour suivre une chaîne d'événements. En général, le SIEM est adossé à ce qu'on appelle un SOAR en anglais, un SOAR en français, vous me pardonnerez l'accent. Le SOAR, c'est le Security Orchestration Automation and Response. C'est un outil qui, en général, en fonction de ce qu'un SIEM va corréler, va pouvoir déclencher. C'est un automate, un SOAR, d'accord? C'est un outil qui va dire, OK, parce que je vois une chaîne d'événements particulière, alors je déclenche une réponse. Vous voyez ça un peu comme un antivirus qui serait pas basé sur une signature applicative, mais sur une signature comportementale, si vous voulez, comme une espèce de d'IPS transverse. Et donc le SOR, en général adossé au SIEM, vont être les deux éléments de base constitutifs de ce qu'on appellera un XDR. Et donc ce truc-là va permettre d'orchestrer des réponses automatisées. Et le premier utilisateur habituel de cet écosystème, c'est le SOC. Donc le SOC, pour répondre à la question, non, c'est pas System on Chip, c'est Security Operations Center. Le Security Operations Center, c'est pas un service. Vous n'achetez pas un SOC. Vous n'avez pas un abonnement SOC. D'accord? Le SOC, ce sont des gens dans un bureau, enfin dans un espace de travail, disons, quel qu'il soit, avec des outils de SOC qui servent à faire de la sécurité. Les services produits par un SOC peuvent être divers et variés et à des coûts divers et variés. D'accord? Dans un SOC, vous avez globalement un échelonnage de services qui va de ce qu'on appelle souvent micro-SOC, donc euh, une forme d'EDR managé de gestion des alertes d'un EDR en heure ouvrée. D'accord? Donc quelqu'un qui surveille et qui réagit aux alertes de l'EDR. Ça, c'est le tout premier niveau de service qu'on voit communément. Vous aurez du MDR tout en haut de cette échelle, non pas d'importance, mais de complexité ou de profondeur, si vous voulez.
Et puis entre les deux, il peut y avoir un milliard de services, peu importe la forme qu'on leur donnera. Ça peut être du conseil, ça peut être du pilotage de la performance de la sécurité, ça peut être de l'audit, ça peut être du pen test, ça peut être énormément de choses. D'accord? Ces gens-là sont la super cellule de cyberdéfense. C'est un peu ce que vous avez dans les séries télé, si vous voulez, à partir d'un certain niveau. Ensuite, dans les acronymes barbares, il y a l'EDR que tout le monde connaît, ou en tout cas tout le monde pense connaître. L'EDR, c'est Endpoint Detection and Response, ce qui ne nous aide pas, puisque Endpoint Detection and Response, c'est le nom qu'on pourrait donner à un antivirus, si on voulait être mesquin. Pour autant, l'EDR est bien l'accélération, si vous voulez, la nouvelle génération de l'antivirus. L'EDR, la différence fondamentale entre l'antivirus et l'EDR, c'est la détection comportementale. La signature ne suffit plus, de par les changements des mécaniques d'attaque, de par l'évolution de l'industrialisation des attaques, etc. Et donc, l'EDR traite l'identification des comportements et parfois des contextes de réalisation de ces comportements. L'EDR est souvent une source de données importante pour le SOC. Souvent, on associe le SOC à l'EDR parce que c'est un pas relativement évident à faire, mais EDR ne signifie pas, alors SOC ne signifie pas EDR, mais EDR souvent signifie SOC puisque un EDR a communément besoin d'être managé. Ce sera le cas de la plupart des EDR du marché. Pour être pleinement opérationnels, ils ont besoin d'une activité quotidienne de levée de doute, d'identification de processus, etc., qui nécessite impérativement ces services d'EDR managés par un SOC. Donc comparer deux EDR, c'est un peu compliqué puisqu'idéalement, il faudrait comparer les EDR et les SOC pour aller avec. D'accord? Ensuite, on a le NDR pour Network Detection and Response. Ici, on se retrouve sur le versant interne du firewall, si vous voulez, votre firewall ne voyant que ce qui rentre et ce qui sort, et éventuellement ce qui passe d'un VLAN à l'autre en fonction de qui fait la segmentation. Le NDR sert, lui, à capter des informations sur le trafic interne à un réseau, de façon à pouvoir analyser le trafic entre deux machines d'un même subnet, typiquement. Okay, donc ça rajoute de la profondeur. C'est pas quelque chose de très courant encore en PME, c'est quelque chose d'assez nouveau pour des raisons de coût et de temps de déploiement notamment, mais ça commence à arriver, c'est quelque chose qu'on est capable de vous proposer. Et puis donc le XDR, mon acronyme préféré, Extended Detection and Response, qui souvent est composé, normalement est composé d'un SIEM et d'un SOAR. Et donc ce XDR, c'est mon acronyme préféré parce que c'est celui qui a probablement le sens le plus profond. On veut étendre le scope de détection et de réponse à incident. L'étendre à quoi? L'étendre à de multiples environnements, parce qu'une attaque informatique ne se concentre pas sur le réseau ou sur le système ou sur l'identité ou sur d'autres aspects, mais va passer d'un environnement à l'autre. Et donc, ce qu'on veut avec le XDR, c'est faire disparaître les frontières qu'il y a entre les différents produits, typiquement firewall et EDR, ce n'est pas les seuls cas de figure, de façon à gagner en profondeur de détection et en capacité de blocage. J'aime cet acronyme parce que tout le monde en parle, mais en réalité, peu de gens en font. D'accord? Donc, attention, il y a le XDR marketing et puis il y a le XDR réel. Et le XDR va trouver son pendant, son alternative dans l'Open XDR, Open pour ouvert et pas pour open source, pas nécessairement en tout cas. Le XDR est une approche propriétaire du XDR, d'accord? C'est natif, c'est WatchGuard qui fait communiquer les produits WatchGuard entre eux. L'Open XDR, c'est le fait d'avoir, à travers une plateforme, de mettre en relation des produits potentiellement d'éditeurs différents. On se pose souvent la question, et elle est légitime, de savoir si l'Open XDR est meilleur que le XDR et réciproquement. La question ne se traite pas comme ça, c'est d'abord une question d'échelle de temps. Dans le XDR, c'est l'éditeur qui s'occupe de toutes les intégrations. Si vous avez un problème, vous avez un seul intégrateur, un seul support. Dans l'Open XDR, si votre firewall A ne communique plus avec votre EDR B, est-ce que c'est la faute du firewall, est-ce que c'est la faute de l'EDR ou est-ce que c'est la faute de la plateforme de XDR que vous avez acheté? Donc ça rend les choses tout de suite beaucoup plus complexes et beaucoup plus lourdes à gérer. Donc considérez que encore aujourd'hui, même si les lignes sont en train de bouger un petit peu, l'approche XDR, c'est plutôt une approche TPE, PME, ETI, parce qu'on manque de personnel, on manque de temps opérationnel, là où l'Open XDR est plus orienté grand compte. C'est plus adapté quand vous avez la capacité d'avoir 5, 10, 15, 20 personnes pour s'occuper de cette plateforme et uniquement des outils de cybersécurité. Okay. Et puis notre acronyme du jour, le MDR. Donc pour répondre à la question, non, c'est pas mort de rire, c'est pas maison de retraite, comme on m'a dit souvent en région lyonnaise.
Ce n'est pas non plus Miaou Detection and Response pour ceux qui auraient des chats. Le MDR, c'est un service avancé fourni par un SOC. C'est le Managed Detection and Response. On va prendre en charge la détection et la réponse d'incidents. Par quoi? Par le SOC, au travers de mécaniques très avancées et d'une espèce de forensique perpétuelle, si vous voulez. Mais on va en reparler après. La question qu'on retrouve le plus souvent sur le terrain, notamment des clients finaux, mais pas que, et c'est la question qui ressort très fréquemment dans les recherches, des différents moteurs de recherche, c'est est-ce qu'il vaut mieux un EDR, un XDR ou un MDR? En fait, cette question, elle est erronée parce que ces choses-là ne sont pas en concurrence, mais elles sont complémentaires. L'EDR, c'est un produit de détection que par défaut, vous allez gérer, vous, client ou prestataire, d'accord? À moins d'en confier la gestion à un SOC pour faire de l'EDR managé. Mais l'EDR, c'est un produit autonome qui vise à avoir ses propres détections. Alors que dans le MDR, c'est quelqu'un d'autre qui gère pour vous cette EDR. Mais j'ai toujours cette EDR. Comme je vous le disais, souvent, les services de SOC, les différents services de SOC sont associés directement ou indirectement à de l'EDR, même si en vrai, on pourrait gérer d'autres produits de cybersécurité dedans. Donc le MDR, c'est un outil c'est un service produit par un SOC qui va s'appuyer sur des produits tels que l'EDR, le firewall, le MFA, les ITDR, etc., etc. Et le XDR, c'est une mécanique de corrélation plus ou moins automatisée, plus ou moins automatisable, qui vient quelque part entre les différents produits, EDR, Firewall, MFA, etc., et le MDR et le SOC. C'est-à-dire que si j'ai un XDR, j'accélère un certain nombre de traitements qui vont permettre de faire gagner du temps à mon SOC. Et au-delà de faire gagner du temps à mon SOC, parce que si c'est pas mes salariés, vous allez me dire je m'en moque, si je leur fais gagner du temps sur des choses triviales, ils peuvent se concentrer sur des choses plus importantes et être plus efficaces, plus performants, plus rapides et plus dangereux pour les pirates quelque part. Ok? C'est clair pour tout le monde cette différence? Et puis l'OpenXDR, c'est vous qui faites la corrélation parce que c'est à vous de faire fonctionner les éléments. Je vous le disais, dans le SOC, quand on parle de SOC, on peut identifier globalement deux rôles, deux services clés, d'accord? Deux fournitures de services différents. Le premier service, je vous le disais, le plus en bas de l'échelle de complexité, mais il n'y a aucune dévalorisation de ça, hein, c'est important. L'EDR manager, c'est important. Si vous avez un EDR, à peu près quel que soit votre EDR, vous devez avoir un SOC. Vous devez avoir un EDR manager. Okay? Sinon, votre produit ne sera pas pleinement efficace. Si vous voulez en résumer, l'EDR manager, c'est ça. Quelqu'un surveille votre console. Et on retrouve mon fameux Miaou Detection and Response, qui est donc un service de premier niveau. Quelqu'un surveille la console. Il n'y a pas de... Comment dire sans être péjoratif. Il n'y a pas d'élément avancé. Quelqu'un surveille la console à votre place. Imaginez d'avoir un lutin, un farfadet qui tous les matins vient vérifier votre sauvegarde à votre place. Eh bien, c'est ça. D'accord? Ça, c'est le DR manager. Et puis, le threat hunting, ce qu'on va opérer dans le MDR ou dans d'autres services plus avancés opérés par un SOC, eh ben c'est ça. Vulgairement, c'est ça. C'est ce que vous allez voir dans les séries télé. C'est le barbu à capuche dans une cave qui fait de l'analyse de données dans un mode un peu Matrix. D'accord? Ça, c'est le threat hunting. Et c'est ce qu'on veut vous fournir aujourd'hui avec le MDR de WatchGuard. Le fonctionnement de ce threat hunting dans le Managed Detection and Response, qu'est-ce que c'est? Il faut comprendre que d'abord, on part d'un produit. Et c'est pour ça que souvent on associe l'EDR. Mais encore une fois, l'EDR n'est pas strictement indispensable. On peut travailler avec d'autres produits. Et idéalement, il faut travailler avec d'autres produits et pas seulement l'EDR. Bref, vos systèmes de sécurité, quels qu'ils soient, que ce soit des EDR ou des détecteurs de fumée, fonctionnent tous sur cette approche particulière de détection de menaces. D'accord? Votre détecteur de fumée détecte de la fumée, et si c'est de la fumée, il déclenche une sonnerie. Okay? Et bien votre EDR, il fait pareil. Votre EDR, s'il détecte une menace qu'il est en capacité de détecter, base de signature, Iowa, IOC, comportement, peu importe la méthode, ça correspond à des conditions de déclenchement d'alerte, et du coup, il a le déclenchement d'un événement spécifique en fonction de l'alerte.
on vous envoie un email, peut-être qu'on s'est bloqué la menace, peut-être qu'on s'est supprimé le fichier, peu importe, d'accord? Votre produit est autonome. L'intérêt dans cette étape-là, c'est que quel que soit votre produit, et peu importe ce qu'il est capable de détecter, ce qu'il détecte, il est le plus rapide à le détecter. C'est complètement autonome, complètement automatisé, complètement automatique. Même si vous n'êtes pas là, ce travail-là est fait. D'accord? Et ici, on a bien une réponse à incident, et cette réponse à incident, attention, ça ne veut pas dire blocage de l'attaque. Des fois, la réponse, c'est l'envoi d'un email. Okay? Ce qu'on veut, nous, c'est étendre ça. Qu'est-ce qu'on fait lorsque l'événement qui se produit ne correspond pas à des conditions qui permettent le déclenchement d'une alerte? Et bien, c'est là que le MDR intervient, c'est là que le threat hunting intervient. Le but de mon threat hunting, c'est de ramener de l'humain là-dedans. L'IA, c'est bien, mais l'IA ne crée pas de zéro. Donc, on veut des humains pour faire ce que seul l'humain sait faire, créer. Et à ce moment-là, mon humain, lui, il est confronté à quelque chose que personne ne connaît, il va commencer par formuler des hypothèses. J'observe un événement dont l'IA ne sait pas grand-chose. Qu'est-ce que ça peut devenir? Ça peut, option A, devenir une petite malveillance, option B, devenir une grosse malveillance, option C, se révéler être complètement anodin, innocent et non dangereux. Et donc, mon threat hunter vient mettre en place les éléments de contrôle. Si on peut identifier quelque chose, eh bien, ça va déclencher une réponse et puis donc une action de blocage, de remédiation, d'alerte, de tout ce qu'on veut. Et sur le long terme, la documentation de ce process pour que à terme ça puisse devenir un IOA, un IOC, voire une signature. D'accord? Ce sont les threat hunters, ce sont ces types de services qui font que les attaques que vos produits intègrent nouvellement chaque jour peuvent être documentées. C'est grâce à ces gens-là, c'est eux qui les découvrent hier pour que vous en soyez protégés aujourd'hui. D'accord? Et si l'élément ne nous donne rien, eh ben mon threat hunter, il reprend ses investigations, il reprend ses hypothèses et on continue ça. D'accord? Donc on a bien deux aspects, la détection de menaces et la recherche de menaces. Et les deux fonctionnent ensemble. Si ma détection de menaces n'est pas efficace, mon threat hunter se retrouve à traiter manuellement des choses qui auraient dû être traitées automatiquement. OK? Pascal? Alors, rebonjour à tous. Je pollue un peu la présentation de Jérémy. Parce que justement, je pense que vous l'avez compris dans son introduction et dans ce qu'il explique ici, la cybersécurité, c'est le bazar. C'est le bazar parce que moi, je suis d'une génération où quand je faisais encore de la technique, je lisais des RFC et je regardais des normes I3E. Aujourd'hui, on est dans un monde de la cyber où on définit les choses par une ou plusieurs phrases du Gartner ou pas du Gartner, et ça fait une terminologie dont tout le monde se réclame. Le marché du MDR, le MDR n'y fait pas exception malheureusement. On a déjà eu ce sujet sur l'EDR et Jérémy l'a expliqué. Tel que l'EDR est expliqué, on pourrait même y faire rentrer un antivirus. Tel que l'XDR est expliqué, tout le monde se réclame de faire du XDR et le MDR ne déroge pas à la règle. Tout le monde dit pouvoir faire du MDR ou du SOC. Et bien entendu, le diable se cache dans les détails et dans les différents critères de ce qui est réellement fait derrière. Donc là, sur 2-3 slides, après, je repasserai la main à Jérémy. J'aimerais rebrasser un petit peu ce qu'il a commencé à faire, mais plus d'un point de vue marché et d'un point de vue critère, reparler de ce marché du MDR et de ce que vous achetez, de ce que vous avez quand vous avez un des différents produits et les différents critères d'évaluation sur lesquels il va falloir se pencher. Donc effectivement, le premier niveau quand on parle, parce que vous l'avez bien compris, il y a deux niveaux associés, il y a deux services associés avec du MDR. Il y a la partie surveillance et il y a la partie investigation. Et tous les SOC, micro-SOC, toutes les terminologies qu'on peut trouver sur le marché n'y répondent pas et n'y répondent pas de la même manière sur chacun de ces deux topics. Donc le premier niveau que vous trouvez basiquement quand vous avez un EDR, c'est un EDR en infogérance.
Donc là, vous avez clairement pas ou peu de services managés autour. La console est regardée, mais pas systématiquement, pas avec une surveillance continue. Et ce que disait Jérémy, un EDR qui est pas regardé suffisamment régulièrement va laisser passer malheureusement forcément des choses parce qu'il y a des signaux très faibles, parce que le DR peut avoir des failles, parce que il y a des nouvelles failles qui arrivent ou des nouvelles choses, des nouvelles techniques qui arrivent et qui sont pas qui n'ont pas encore été détectées justement par ces fameux threat hunters. Donc le DR en infogérance, c'est toujours mieux que de l'antivirus, on est d'accord. Mais aujourd'hui, il va falloir passer effectivement à de l'EDR à minimum surveillé et si possible investigué. Le premier niveau d'après, Jérémy l'a expliqué avec son chat, c'est l'EDR manager, terminologie qu'on trouve plus en France, hein, pour être très clair, c'est la France qui utilise cette terminologie, mais mes collègues en Europe et dans le reste du monde, les acteurs de leur marché n'utilisent pas ce terme. Il a été, rendons à César ce qui est à César, hein, il a été inventé par Orange, pour ne pas les citer, qui a eu, je pense qu'on peut leur rendre ça, hein, l'humilité de ne pas dire que c'est un SOC, mais que c'est vraiment un micro-SOC, c'est-à-dire qu'ils vont traiter des alertes. On va le regarder un petit peu en détail dans le slide d'après. C'est toujours mieux qu'un EDR laissé tout seul, juste en infogérance ou juste regarder de temps en temps. Bien entendu, il y a une surveillance en continu, mais une surveillance des alertes. Et on va voir aussi que c'est important. La donnée qui est à disposition aussi par les outils est aussi important parce que c'est l'outil qu'on donne aux analystes et aux threat hunters qui va aller plus ou moins profondément. Si on a accès à une alerte et qu'on n'a pas forcément l'ensemble des télémétries qui ont mené à cette alerte, on aura moins capacité d'investiguer, de lever des doutes que si on a l'accès à toutes les télémétries qui ont généré la corrélation de l'alerte. Ensuite, on a deux autres niveaux qu'on peut, j'aurais dû mettre à peu près au même niveau, c'est les MDR éditeurs, donc ce que fait WatchGuard, ce que fait d'autres éditeurs, et les vrais SOC faits par des prestataires de cyber, où là, on va avoir effectivement des sources de données multiples. On va jouer sur les télémétries, sur des corrélations de télémétrie, et on va pouvoir investiguer dans le détail. Ce qu'on ne peut pas faire quand on a juste l'alerte de l'EDR, on a une certaine limite. On peut investiguer, mais on a une certaine limite. En vrai, on pourrait y passer encore quelques heures, puisque on pourrait également faire des différences entre les MDR éditeurs, ce qu'ils proposent, et les différentes variantes dans les MDR éditeurs. Nous, on ne le fait pas. On a choisi d'avoir le threat hunting dès l'entrée du premier niveau de MDR, mais certains éditeurs vont sortir le threat hunting pour en faire une option dans une version premium du service MDR. Donc, vous voyez, tout est fait pour vraiment troubler et les MSP et les clients finaux. Si on voulait que les gens ne s'y retrouvent pas, on a fait tout ce qu'il faut pour ça. Le SOC prestataire, pareil, au même niveau, il va y avoir ce que disait Jérémy, hein, des milliers de variantes en fonction des capacités que le SOC s'est donné. Je fais une petite aparté quand même sur le SIEM, parce que le fait d'avoir un SIEM ne garantit pas que c'est un SOC. Attention, quand dans le SIEM, on injecte uniquement les alertes d'un EDR, on se retrouve avec un EDR managé. Vous comprenez bien qu'on n'a pas d'informations en plus, on n'a pas de corrélation en plus. On se retrouve avec exactement les alertes, c'est juste qu'elles ne sont pas dans l'agent EDR lui-même, mais elles ont été mises dans le SIEM. Et si dans le SIEM, je n'ai pas d'autres télémétriques que je vais corréler avec ces données-là, ça n'est ni plus ni moins qu'un EDR managé ou un micro-SOC. Voilà. Important d'avoir aussi ces points de repère. Si on fait un focus justement sur ce que c'est un micro-SOC, slide suivant s'il te plaît Jérémy, sans citer, je vous parlerai on citera quelques noms après, mais pour faire une vision généralisée de ce qu'il y a dans un micro-SOC, ça serait à regarder ensuite, hein, je mets un petit disclaimer, ça serait à regarder
prestataire par prestataire ce qu'ils font exactement, parce que bien entendu, eux aussi ont des options, eux aussi ont parfois des outils complémentaires à côté, mais ça vous donne une idée générale de ce qui est en général fourni dans un microsoc. Le premier point, et c'est un point hyper important, c'est la surface de détection. C'est l'EDR seul, et ça s'arrête là. Dans le microsoc de base, on va gérer l'alerte de l'EDR et on n'aura pas de visu sur le firewall, on n'aura pas de visu sur d'autres éléments du réseau, et on n'aura pas de visu non plus sur Office 365. Alors vous avez des microsocs qui vous permettent d'avoir l'option de le rajouter sur la partie Office 365, donc ça vous fait une surface de détection un peu meilleure, surtout que la partie Microsoft est extrêmement importante aujourd'hui parce que beaucoup d'attaques se basent sur l'environnement Microsoft pour entrer, notamment de la corruption de compte, des vols de credentials, de ce genre de choses qui vont permettre de rentrer par cet environnement. Si tu peux dérouler les différents points. Donc, excuse-moi. Beaucoup de Microsoft n'ont pas ce niveau de service, en tout cas en standard. Donc, si vous êtes client, n'oubliez pas dans vos critères d'évaluation de demander si c'est dedans, si c'est pas dedans, si c'est une option, et si c'est une option, bien entendu, tout de suite le prix n'est pas le même. Le Microsoft va faire de la surveillance, donc c'est de l'alerting seul. Et là, en fonction du prestataire de Microsoft, vous avez différentes variantes, mais très souvent, l'alerte va vous être remontée pour faire la levée de doute vous-même, sans forcément que vous ayez toutes les connaissances pour le faire. Il va manquer très clairement le threat hunting. De toute manière, le threat hunting est impossible à faire si on n'a pas accès aux télémétries de base. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est envisageable dans un microsoc. On peut avoir quelques outils à côté pour avoir quelques critères et se dire, ça m'aide à faire de la levée de doute, mais ce n'est pas du threat hunting en soi. Pour faire le threat hunting, il faut vraiment avoir accès à son data lake avec l'ensemble des télémétries. Bien souvent, vous n'avez pas de conseil de cyberhygiène avec, ou alors quand il y en a, c'est extrêmement généraliste et ce n'est pas ciblé, et encore moins ciblé à votre métier. C'est souvent une boîte noire, c'est-à-dire que vous attendez que soit l'appel téléphonique, soit le mail pour prévenir de l'alerte. Et du coup, on ne peut pas consulter de manière proactive où ça en est. Il va falloir attendre ces rapports mensuels sans avoir la vie du microsoc dans son déroulé au jour le jour. Bien souvent, les acteurs du microsoc ne connaissent pas votre infrastructure. Ce ne sont pas, si on parle, pour dire des noms pour que ça soit plus clair, hein, si on parle d'un Orange ou d'un Bouygues, c'est pas eux qui ont installé l'infrastructure, c'est pas eux qui gèrent les serveurs, c'est pas eux qui connaissent votre métier. Et ça, en cybersécurité, c'est quand même extrêmement important de connaître ce contexte. Sans contexte, la cybersécurité généralisée ne peut pas être aussi fine que si on y ajoute le contexte. Ces mêmes acteurs travaillent très rarement de concert avec le prestataire en place. Donc, si vous êtes client, dites-vous bien que vous allez en fait avoir une partie de la cyber qui est gérée par un prestataire qui travaille assez peu ou assez mal avec le prestataire en place, puisqu'ils sont de facto concurrents. Et ce n'est pas forcément sain pour votre cybersécurité. Alors, on verra, il y a une variante Microsoc qui est à destination des prestataires eux-mêmes. Et dans ce cas-là, vous avez un guichet unique. Là, on est dans une situation un peu différente. Très souvent, le Microsoc est en 9.5 de base. Il n'y a pas de 24/7 par défaut, et le 24/7 est souvent une option. Là aussi, dans les critères que vous devez avoir en tête, même s'il y a le 24/7 en option, regardez bien ce 24/7. Est-ce que c'est un follow the sun, c'est-à-dire que c'est le SOC qui est en 24/7 et les équipes sont ensemble dans leur infrastructure de SOC avec tous les outils, tous les échanges humains qu'ils peuvent avoir entre les différents analystes, ou est-ce que c'est des gens en astreinte la nuit avec leur téléphone? Certes, les deux sont du 24/7,
le niveau de réaction n'est pas nécessairement le même, le niveau d'analyse n'est pas nécessairement le même. Donc c'est un critère que vous devez aussi avoir en tête. L'autre critère, c'est que bien souvent dans le 24/7, demandez quels sont les niveaux de sévérité qui sont traités. Puisque bien souvent, même si vous rajoutez l'option 24/7, on va vous dire c'est seulement les alertes critiques qui vont être prises en compte. Vous voyez qu'il y a le diable se cache vraiment dans les détails et tous ces critères-là, il faut les avoir en tête, sinon on fait tous les services se valent alors que c'est loin d'être le cas. Donc le DR manager, le microsoc, c'est le premier niveau, c'est de la surveillance, c'est de l'alerting, mais c'est pas ce qu'on veut faire nous avec le MDR WatchGuard. Sur ce marché-là, malheureusement, tout est un peu mélangé. Des gens vous vendent du SOC pour du microSOC. Et la seule façon de savoir ce que vous achetez vraiment, c'est de poser vos critères d'évaluation. Donc, j'ai essayé de vous en mettre là quelques-uns par rapport à un microSOC, mais il faudrait en rajouter par rapport aux différents MDR. En vrai, il faudrait en faire un webinaire complet, presque, d'analyse de critères pour pouvoir vous repérer. C'est peut-être en projet de faire un truc, un webinaire comme ça, un peu complet, un peu structuré. Ce qu'il faudrait aussi, pour bien se rendre compte, c'est voir des déroulés d'attaque et de voir à quel niveau un EDR s'arrête, à quel niveau un EDR en infogérance s'arrête, à quel niveau un microSOC s'arrête et à quel niveau un MDR éditeur complet ou un SOC prestataire complet peut aller. Pour bien vous rendre compte que dans le cycle de l'attaque, on n'a pas la même, on n'a pas les mêmes armes en fait pour se battre. Donc ce marché il est là comme ça, malheureusement on doit faire avec. Donc si vous êtes client, vous devez recevoir des offres de microSOC, de DR en infogérance ou potentiellement ça peut être un peu maquillé comme étant du monitoré, mais ça reste de l'infogérance. Donc dans les microSOC, très clairement pour les citer, vous allez retrouver des Orange Cyberdéfense, des Bouygues, et puis après vous avez des acteurs un peu différents comme Stoic qui va jouer sur la partie assurantielle, mais derrière le service qui va être délivré, ça reste du microSOC, ou des acteurs un peu plus récents, un peu plus petits comme Sina, qui a un business model qui est encore différent parce qu'ils vont travailler avec d'autres partenaires. Dans tous les cas, si vous êtes parce qu'on a là dans le webinaire, pour que vous compreniez, il y a à la fois des clients finaux, à la fois des partenaires. Donc si vous êtes partenaire dans ce webinaire, posez-vous toujours la question du business model qui est fait, notamment si vous voulez travailler avec un de ces acteurs-là. Demandez-vous où est leur valeur, demandez-vous ce qu'ils cherchent à faire en travaillant avec vous. Il y a des gens qui fonctionnent très bien en marque grise, en marque blanche, et c'est dans leur ADN, ils savent le faire. Il y en a d'autres qui vont plus travailler avec vous dans un premier temps, mais n'oubliez pas qu'il y a quand même de la concurrence. Vous êtes structurellement concurrent et il faut voir où ils vont en fait sur le marché aujourd'hui. Je veux pas les détailler un par un et dire lequel est lequel. Si vous vous posez des questions sur les uns les autres, moi je suis à disposition, que vous soyez client, que vous soyez partenaire, que ce soit sur les critères d'évaluation, que ce soit sur les business models où vous posez des questions, appelez-moi. Je suis disponible pour ça. C'est un sujet qu'on travaille énormément depuis quelques années, donc on a une assez bonne vision du marché, de là où vont les uns les autres, les avantages et les inconvénients des uns et des autres. Mais surtout, voilà, si je dois juste finir en un mot, regardez bien ce qui est apporté, regardez bien les critères et comparez ce qui est comparable. Parce que sinon, vous allez... la réaction est facile de regarder juste le prix. Le prix est forcément indexé en partie sur la qualité du service, sur la capacité à traiter non pas que les alertes, mais les télémétries et le threat hunting. Donc il y a vraiment un enjeu complet, il faut regarder dans le détail. Donc si vous êtes un peu perdu, partenaire comme client, n'hésitez pas à nous solliciter pour qu'on s'appelle et qu'on fasse un point. Je te rends la main, Jérémy. Ok, après toutes ces bonnes nouvelles, je suis désolé, j'avais un petit problème de souris, je vais faire au clavier. Je vais revenir sur la notion d'identification de la menace.
L'intitulé du webinaire, c'était donc comment avoir un SOC sans avoir besoin de gérer un SOC. Et notamment pour que vous soyez client ou prestataire, comment pouvoir profiter de ces services sans avoir besoin de rajouter des ETP, des équivalents temps plein. On va revenir sur le cycle de la menace et le cycle d'identification de la menace. Juste avant, on parlait de la différence entre threat detection et threat hunting, la différence donc entre détection de la menace et recherche de menace. Toute la partie détection de menace, c'est ici ce qu'on va mettre dans la couche prévention. Si mon firewall est bien configuré, si mon EDR est bien configuré, si mes services sont bien configurés, que tout est agressif, la plupart des événements de cybersécurité vont être traités, le tout venant, vont être traités par cette couche de prévention qu'on a ici au milieu du graphe et les éléments sont traités de façon à peu près automatisée et tout va bien. Sur ce socle-là, mon threat hunting, mon MDR, va pouvoir venir travailler à faire de l'investigation, donc c'est ce dont parlait Pascal avant. On identifie à partir des télémétries, à partir des événements qui se produisent et pas à partir des alertes, on vient tenter d'identifier, si possible, de nouveaux éléments de menace de façon à pouvoir les confiner, d'accord? Et notre activité, nous, va s'arrêter ici. Nous, on identifie la nouvelle forme de menace, celle qui demain sera connue, on la bloque dans vos infras, on intervient donc sur la menace, on met fin à l'attaque de façon à ce que le service informatique ou le prestataire puisse ensuite intervenir sur l'aspect remédiation de fond. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le pirate rentre à travers votre RDS qui est grand ouvert et votre serveur RDS qui n'est pas à jour et qui a donc une vulnérabilité exploitable. Nous, on va bannir l'IP du pirate. Si ça ne suffit pas, on va isoler le périphérique infecté, etc. Donc, l'attaque est terminée. Et à l'issue de l'attaque, la personne en charge, donc service IT ou service MSP, va avoir pour mission de fermer le port, de mettre à jour l'OS, de mettre à jour les programmes, etc. Donc, de combler les éléments qui ont permis l'attaque de façon à ce que le même scénario d'attaque ne puisse pas se reproduire sur le fond. D'accord ? Dans tous les cas, les phases d'investigation vont permettre d'identifier des éléments à, à améliorer ou à corriger en fonction des cas de figure. Et donc, dans les deux cas, que ce soit l'identification d'une menace ici ou l'identification de faiblesse, on ne va pas parler de vulnérabilité, soyons plus général. Dans tous les cas, ça permettra d'améliorer globalement l'état de santé de l'infrastructure, améliorer la cyberhygiène, si vous voulez, ce qui fait que globalement, ma prévention est meilleure et que du coup, mon threat hunting peut se concentrer sur des choses encore plus fines, etc. Et on est censé donc ici avoir un cercle vertueux conduisant à l'amélioration constante de l'infrastructure. Mais ce qu'il faut noter là-dedans, c'est que à aucun moment, le service IT du client final ou le MSP n'ont eu à être présents 24/7. À aucun moment, on a eu besoin que quelqu'un soit là pour faire de la cyberdéfense et à aucun moment, on a eu besoin que quelqu'un soit là pour bloquer l'attaque. Nous allons nous en occuper. Okay ? D'un point de vue prestataire, aujourd'hui, si vous ne travaillez pas avec un SOC, comment est-ce que vous gérez l'attaque malheureusement subie par un de vos clients? Vous arrivez le lundi matin, le client est en pleurs, vous pétez les plannings et vous passez un jour, une semaine, un mois, un trimestre à réinstaller, restaurer, etc., etc. Et c'est fait dans l'urgence et dans la catastrophe et vous allez y dépenser des dizaines, voire des centaines d'heures. Ce qu'on vous propose ici, c'est de bloquer l'attaque en amont et que ici, dans cet aspect remédiation, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est éventuellement du support, d'accord ? Même pas de la gestion de projet, même si dans certains cas, ça pourrait être le cas, et de dire très bien, il y avait une attaque en cours, fermez tel port, conseillez aux clients de mettre du VPN, mettez du MFA, changez le mot de passe de ce compte, c'est des choses triviales, des activités pratiquement normales d'un support technique. Et donc, non, vous n'allez pas avoir besoin d'investir du temps pour faire ces choses-là. Nous allons nous occuper de ces aspects-là pour vous. Okay ? L'idée derrière ça, c'est de pouvoir gagner du temps. Le temps, c'est la clé dans la cyberattaque. D'accord ? Le temps joue contre vous, qui que vous soyez. Le temps est vraiment la clé. Communément, une PME aujourd'hui met 48 heures à détecter une cyberattaque réussie. Vous partez le vendredi soir, tout marche, vous arrivez le lundi matin, vous avez tout perdu.
Ok. Si au lieu de mettre 48 heures à détecter, j'en mettais 24, bah, le pirate n'aurait peut-être pas eu le temps de tout chiffrer. Vous auriez peut-être perdu certaines machines, mais peut-être pas tout. Peut-être que le pirate n'aurait pas eu le temps de détruire vos sauvegardes. D'accord. Vos données auraient fuité, mais tout ne serait peut-être pas détruit. Si au lieu de mettre 24 heures, on ne mettait que 12 heures, le pirate n'aurait peut-être pas eu le temps de détruire, il n'aurait que volé vos données. Ce qui serait problématique. Vous n'avez pas le droit de laisser vos données fuiter, surtout quand elles contiennent des données à caractère personnel. Mais au moins, vous n'avez pas perdu vos données. D'accord. Si au lieu de mettre 12 heures, on mettait qu'une heure, bah, le pirate n'aurait peut-être même pas eu le temps de voler vos données. D'accord. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir réduire cette échelle de temps. Et donc globalement, c'est à ça que va servir le SOC. Parce que le SOC va pouvoir travailler ici, dans le cadre du MDR, va travailler avec les télémétries. D'accord. C'est la différence que Pascal marquait tout à l'heure, elle est importante. Imaginez 2 secondes que mon utilisateur reçoive un email de phishing. Et par défaut de formation, malheureusement, ou parce que le pirate a été encore plus malin que d'habitude, mon utilisateur saisit ses identifiants. L'attaquant récupère les identifiants, voire le cookie de session, et l'attaquant va pouvoir aller se connecter sur le compte Office 365 de la victime, par exemple. Eh bien, l'idée, c'est que entre l'IA et l'humain, on va avoir les outils pour identifier les comportements et les identifier vite, de façon à ce qu'on puisse identifier l'accès inattendu depuis une IP, un pays, dans un fuseau horaire ou dans une tranche horaire inattendue, que ça nous permette d'identifier l'élément et notamment grâce à l'IA, bah, il y a ce playbook qui est enrichi en permanence, d'accord. Vous avez une forme d'auto-enrichissement du SOC, les SOC échangent entre eux et c'est eux qui alimentent les bases de signature à terme, d'accord. Et donc, on va avoir l'élément d'identification qui va permettre de bloquer. L'analyste va pouvoir contrôler que le blocage est légitime et quoi qu'il arrive, on aura bloqué l'attaque en quelques minutes, on aura empêché les exfiltrations de données et les compromissions complémentaires. Une fois que l'attaquant il est rentré dans votre Office 365, si vous avez une synchro d'AD ou si vous êtes dans Entra ID, Office 365, c'est le point d'entrée de pratiquement tout le reste, peut-être le VPN, peut-être des ouvertures de sessions machines, etc. Okay. Et donc, on va pouvoir bloquer les éléments. L'échelle de temps, je vous disais, elle est fondamentale. Communément, dans un SOC efficace, chez des gens qui sont performants, les temps d'interception de menaces en fonction de la complexité de la menace, en fonction du scénario, en fonction de l'environnement du client, de son niveau de maturité technologique, de son niveau d'exposition aussi, vous allez avoir des temps d'identification de menaces qui peuvent être compris quelque part entre de nouvelles menaces, s'entend, puisque encore une fois, ce qui est déjà connu, c'est détectable instantanément par les produits, donc ça rentre dans la détection de menaces et c'est bloqué immédiatement. Vous allez avoir des temps d'identification de menaces compris communément entre 15-20 minutes et 1 heure. D'accord. Et c'est bien 1 heure. C'est important 1 heure. Rappelez-vous mon échelle hypothétique d'attaque sur le week-end. En 1 heure, le pirate rentre, va peut-être voler des logins et des mots de passe. Oui, vous aurez des comptes compromis. Il suffira de changer les mots de passe et d'activer du MF1, mais vous ne vous serez peut-être pas fait voler vos données. Et puis surtout, vous ne vous serez pas fait chiffrer vos machines. C'est important. Ce qu'on va faire avec le MDR de WatchGuard, et notamment grâce à l'IA, mais pas que, parce qu'il faut garder de l'humain derrière tout ça, c'est qu'on vise un temps moyen de détection et de réponse à incident de 6 minutes. D'accord. 6 minutes. C'est moins qu'1 heure. Beaucoup moins qu'1 heure. Alors, c'est un temps moyen, parfois ça peut être un peu plus, on peut avoir des détections de menaces qui interviennent dans un délai plus long, simplement parce que parfois on a besoin de temps, de profondeur pour faire la différence entre un comportement normal et un comportement anormal. D'accord. Ça peut aussi arriver, c'est pour ça que vous avez des échelles de temps. Personne ne peut vous garantir un temps instantané, immédiat. Okay. Comment ça fonctionne? Eh bien, le SOC, il faut comprendre que ce n'est pas du tout un métier de l'informatique habituel. Souvent, je taquine mes collègues en disant qu'ils ont un métier à part et ils ne sauraient peut-être pas déployer une imprimante par GPO, comme fait n'importe quel personnel IT. D'accord. Mais ce n'est pas leur travail. Ils ont un métier qui est complètement différent, avec des outils qui sont complètement différents. Alors, je ne peux pas tout vous montrer. Vous ne pouvez pas visiter un SOC parce que pratiquement tout est confidentiel dans un SOC, même dans un micro-SOC. Mais en gros, voilà le type de choses avec lesquelles travaillent mes collègues du SOC. J'allais dire nous, mais non, pas moi. Des indicateurs, des données, des éléments qui vont être filtrés. Donc, vous allez avoir différents outils qui vont trier les données. Il faut garder à l'esprit que globalement, une machine va générer à peu près 1 million d'événements par jour.
C'est 1 million d'événements qu'il faudra traiter, corrélés avec les événements d'autres dizaines, centaines de machines. D'accord? Plus les événements réseau, plus les événements Office 365, etc. Et donc, il y a des outils qui filtrent tout ça. Les outils vont commencer simplement par dire, OK, ces éléments-là sont déjà connus et ils ont déjà été bloqués. Je peux mettre ça de côté. Ces éléments-là sont déjà connus pour être parfaitement légitimes, normaux et attendus. Je peux les mettre de côté. Et donc, les filtres et les différentes IA vont travailler comme ça à analyser et à purger le contenu. Et c'est là que l'IA est la meilleure, c'est dans la vitesse. L'idée pour mon threat hunter, c'est de pouvoir mettre en relation des événements entre eux. D'accord? Donc là, on a ici l'arborescence de processus qu'on avait dans l'attaque 3CX qui avait eu ça doit faire un peu plus de 3 ans maintenant, où des événements dans des environnements différents et dans une temporalité différente peuvent se produire. Le but de mon threat hunter, c'est de recréer des liens entre tout ça pour dire, OK, ces événements-là ne sont pas normaux, ils sont la preuve d'une malveillance. Même si, espacé dans le temps, on pourrait se dire que les choses n'ont pas de lien entre elles. D'accord? Et c'est là que l'humain intervient, c'est que l'humain va pouvoir faire preuve de créativité et rêver quelque part les liens manquants de façon à pouvoir aller les retrouver et pouvoir émettre des hypothèses relatives à de possibles futures vulnérabilités inconnues, de futures menaces inconnues. D'accord? Pas de questions? Pas de questions. D'un point de vue licence, vous allez avoir différents niveaux de service. Alors, c'est pas tout à fait vrai, c'est pas des niveaux de service. Les différentes licences vont varier en fonction du nombre et du type de produit que vous allez connecter au MDR. Mais dans tous les cas, il s'agira de threat hunting et dans tous les cas, ce sera du 24/7. Okay? Donc, niveau de service, ce n'est pas tout à fait vrai, mais souvent, c'est comme ça que c'est résumé. Le premier niveau de licence, c'est WatchGuard Core MDR. Ça, c'est pour le cas usuel où vous ou votre client utilisez des produits de l'écosystème WatchGuard Endpoint Security, ici l'acronyme WES. En général, soit le DR, soit le 360, soit la version avancée, la version Elite. D'accord? Et dans tous les cas, on va travailler sur les télémétries et pas uniquement sur les événements, sur les télémétries de cette EDR WatchGuard et sur les télémétries d'Office 365. Ça, c'est le package de base. Et c'est toujours du threat hunting, toujours du 24/7. Si votre client n'utilise pas les produits WatchGuard Endpoint Security, il utilise peut-être Microsoft Defender, ce qui peut être le cas notamment des associations, puisqu'il y a des offres intéressantes pour eux dans l'écosystème, intéressantes pour eux d'un point de vue tarifaire dans l'écosystème Microsoft. Et donc, on sait travailler avec les télémétries de Defender et toujours Office 365. Et donc là, on a un package de base qui n'est pas de l'EDR managé, mais qui est bien centré sur les télémétries de l'EDR. Quand votre client a de la chance, ou quand vous-même avez de la chance, vous aurez probablement besoin du package Total MDR, dans lequel on va venir prendre en charge tout ce qui est dans votre WatchGuard Cloud. Donc aujourd'hui, ça veut dire qu'on prendra en charge les télémétries de vos firewall WatchGuard, les télémétries de votre MFA, les télémétries de votre EDR WatchGuard. Les télémétries de FireCloud vont arriver à la fin du mois, je crois que c'est cette semaine, il faut que je vérifie la date. Vous allez avoir les télémétries de CloudDR qui arrivent dans le courant de l'été. Vous avez les télémétries du NDR, vous avez les télémétries de l'ensemble de l'écosystème WatchGuard, toujours les éléments d'Office 365 et en plus des éléments externes, typiquement des télémétries Azure, AWS ou Google Workspace. Okay? Ça, c'est le package Total MDR. Et c'est toujours du threat hunting, mais avec plus de sources de télémétrie, une plus grande profondeur de détection et du coup, une plus vaste capacité d'action. C'est-à-dire que dans Core MDR ou dans Core MDR for Microsoft, si je détecte une menace, si le SOC, j'arrête de dire moi parce que moi je détecte rien, si le SOC de WatchGuard, le MDR de WatchGuard identifie une forme de menace avec les 2 premiers niveaux de licence, le seul moyen d'action, c'est à travers l'EDR. Donc on peut bloquer des processus, on peut isoler des périphériques, mais on ne peut pas bannir des IP. On n'a pas accès au firewall. Alors que dans Total MDR, puisque j'ai accès à l'ensemble de l'écosystème WatchGuard, ça veut dire que si l'attaque le nécessite, je peux bloquer l'IP du pirate, je peux bloquer le compte Office 365 de l'utilisateur qui a été compromis, je peux bloquer les accès de l'utilisateur compromis à travers son MFA pour que le compte ne soit pas utilisable
sur du VPN ou des ouvertures de session ou que sais-je. Je pourrais bloquer des communications dans le NDR, je pourrais bloquer des éléments dans le Wi-Fi, etc. Peu importe la forme que ça prend, le SOC pourra agir sur chacun de ces produits en fonction de ce qui est nécessaire. D'accord? Donc ça, c'est important. Vous n'avez peut-être pas la chance de n'avoir que des produits WatchGuard, auquel cas il y a l'option OpenMDR. Et dans l'OpenMDR, on prend en charge toujours tout ce qui est dans votre compte WatchGuard Cloud, firewall inclus. Et puis, si vous avez un firewall tiers qui traîne quelque part sur un site ou dans une filiale ou quelque chose comme ça, ben on va l'intégrer aussi. Donc, un certain nombre de firewalls tiers sont intégrables. On pourra ingérer, oui, on parle d'ingestion, ingérer les logs de ces firewalls de façon à pouvoir avoir les éléments et pouvoir traiter les éléments. Et puis, si vos firewalls le permettent, on pourra leur pousser des listes dynamiques pour bloquer des IP comme si c'était des firewalls WatchGuard. On pourra utiliser ces fonctions-là. Donc, l'essentiel pour que votre firewall puisse être pris en charge, c'est un, la capacité à ce qu'on ingère les données, et deux, la capacité à supporter les listes dynamiques. Et puis, on supportera en mode open, on supportera également l'EDR de CrowdStrike. D'autres EDR sont en cours d'intégration. On pourra supporter le MFA de Okta et encore d'autres éléments, et progressivement, ce portfolio va s'ouvrir. Maintenant, gardez à l'esprit que ça reste de l'open. Okay, et autant notre SOC peut communiquer avec le support et l'ingénierie s'il y a un problème avéré avec un produit WatchGuard, si une télémétrie n'est pas envoyée par votre firewall tiers, que votre firewall tiers ne bloque pas l'IP alors qu'on lui avait demandé de le faire, c'est un problème externe au SOC. D'accord? Donc l'open fait une promesse qui peut être assez enthousiasmante, mais attention, il y a une contrainte derrière. C'est que quelqu'un doit s'assurer, et ça ne peut pas être nous, puisqu'on n'aura jamais accès à vos produits. On n'a d'ailleurs pas accès à vos produits WatchGuard. On n'aura jamais accès aux produits pour assurer du support sur ces éléments-là. D'accord? C'est important. Je vous le disais juste à l'instant, nous n'avons pas accès à vos produits WatchGuard. Le SOC de WatchGuard n'a pas accès à vos produits WatchGuard. Vous allez juste nous déléguer un droit sur le XDR WatchGuard. Vous savez, FreightSync, que vous utilisez tous et toutes probablement déjà. Comme on aura la possibilité de donner des ordres dans le XDR, on aura la possibilité de déclencher des blocages, des isolations, des suppressions, etc. Mais sans avoir accès à vos consoles d'administration et sans jamais avoir accès à les mots de passe de vos firewalls. Segmentation des droits. OK? Pas de questions sur les licences? D'un point de vue organisationnel, comment est-ce qu'on déploie le MDR? Vous allez voir, c'est d'une complexité folle. C'est terriblement compliqué. Étape 1, il faut se connecter à WatchGuard Cloud. Tout commence par là, même quand vous allez faire de l'Open MDR. Étape 2, vous allez mettre les licences MDR, donc Core MDR for Defender, Total MDR ou Open MDR. Okay, vous activez les licences, vous les mettez éventuellement dans le compte client si vous êtes MSP, et vous cliquez sur le bouton MDR. Voilà, c'est épuisant. C'est vraiment épuisant. Éventuellement, bon, il y aura des petites options supplémentaires. Si vous avez un Office 365, il y aura une KB à suivre qui va vous guider dans l'activation de l'API pour qu'on puisse collecter les télémétries et avoir un droit d'écriture sur certains paramètres, notamment sur la gestion utilisateur, pour pouvoir bloquer des comptes utilisateurs dans Office 365. L'intégration d'Office 365 comptait un gros quart d'heure pour suivre l'AKB. Si vous avez un EDR tiers ou des systèmes tiers à connecter, c'est pareil, c'est de l'ordre de 15-20 minutes, pas plus pour l'activation des éléments. Donc c'est vraiment très rapide à activer et il n'y a pas de processus d'apprentissage. C'est juste le temps que les télémétries commencent à démarrer, d'accord? Que les télémétries commencent à être ingérées par la plateforme et que nos threat hunters puissent commencer à s'aligner sur les éléments. D'accord? Pas de questions non plus là-dessus? Et la console? Eh ben, on va aller voir la console. Alors, je m'aperçois que j'ai été déconnecté de ma console WatchGuard, donc je vais réouvrir une console. Je vous demande une petite seconde et je vais vous montrer la console du MDR tout de suite. Voilà. Alors, logiquement, vous voyez mon navigateur. Je vais me reconnecter ici. C'est le problème. Je n'avais pas compté que Pascal venait et du coup,
Petit timeout. Ah, problème de mot de passe. Pardon. Bah, dis pas pardon, c'est toi le patron, tu viens quand tu veux, hein, c'est ma faute. Et Doudou, on te voit plus au webinaire, alors du coup, nous, on n'a plus l'habitude. Voilà, j'ai vu de la lumière. T'as vu de la lumière, t'es rentré. Eh ben, c'est gentil d'être venu. Alors, hop là, contrôle biométrique, on va activer ça. Je viens donc dans mon WatchGuard Cloud. Toujours pas de questions? Qu'est-ce qu'on explique bien, dites donc. Ils sont très calmes aujourd'hui. Hein. Ils sont calmes. Très, Mais en très même temps, calmes. il fait chaud. Je sais pas où vous êtes, mais moi ici, il fait vraiment chaud. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, vous avez Ray, l'agent IA, qui vous épaule dans ThreadSync et l'identification de ce que vous n'avez peut-être pas traité et pas encore identifié dans les alertes. Moi, je vais venir dans mon tableau de bord, je vais venir prendre mon compte client que maintenant tout le monde connaît, puisque tout le monde vient au webinaire. Il y a une question. Le prix des licences. Oh, comme c'est grossier, on ne parle pas d'argent, on parle d'art. Le mieux, c'est de vous rapprocher. Même l'art a un prix. Non, non, l'art n'a pas de prix. L'art transcende l'âme. Il faudrait vous rapprocher. Je ne connais pas le nom de votre entreprise, mais peut-être que Pascal, oui. Il faudrait vous rapprocher de votre prestataire WatchGuard si vous êtes client ou prospect. Vous rapprocher de nous. Et si vous êtes partenaire, il faudrait vous rapprocher de votre Channel Account Manager. Dans tous les cas, dans le doute, france@watchguard.com et quelqu'un vous répondra rapidement pour vous aider et vous guider là-dedans. Pardon, je discute et je me connecte pas. Donc, je viens ici dans Managed Services. On parle bien l'anglais. Et j'ai mon rhume des foins qui se réveille. Désolé si je renifle un petit peu. Pas très classe, mais ça a le temps pour les allergiques. On aurait dû faire une pause obligatoire hydratation pendant ce webinaire, j'y pense. C'est de la sécurité aussi. Donc, l'idée, c'est que en tant que client final, j'aurai accès à ma console MDR. En tant que MSP, j'aurai accès à une console globale et à la console individuelle de chacun de mes clients. Dans cette console, je vais pouvoir suivre l'activité de l'IA, des threat hunters et des différents événements. La clé, j'en parlais un petit peu tout à l'heure dans l'EDR, la clé de la détection, c'est le comportement, l'identification des comportements. Et la clé de la réduction des faux positifs et de la rapidité de détection, c'est la détection comportementale contextuelle. Pourquoi contextuelle? Parce qu'en fait, il est strictement impossible de décrire un comportement parfaitement malveillant ou parfaitement légitime. Si vous me parlez d'un ransomware, vous allez me parler d'un exécutable qui chiffre les données d'un disque. D'accord? Eh ben moi, je vais vous répondre BitLocker de Microsoft. C'est un exécutable local qui chiffre le disque. D'accord? Dans la définition, c'est la même chose. Et d'ailleurs, il y a même eu des attaques par ransomware utilisant BitLocker, ce qui est quand même particulièrement mesquin de la part des pirates. Donc, l'analyse comportementale seule augmente le bruit de fond et augmente le faux positif, entre guillemets. Je déteste cette expression, mais j'en ai pas d'autre. Donc, l'idée ici, c'est que dans mon tableau de bord, ici, prestataire, alors je vais pouvoir déplier et aller chercher mon client JS. J'ai, vous l'avez vu, le petit indicateur du pourcentage d'identification. En fait, c'est lié à l'IA. Ici, le noise reduction. Quand je suis à 100%, ça veut dire que l'IA est capable seule d'identifier les causes et les conséquences de chaque processus, ce qui lui permet d'identifier les comportements et les contextes. Quand je suis à 100%, c'est l'IA qui fait tout. Ici, je suis à 96% puisque ça a impliqué des activités de mes threat hunters. L'IA ne parvenant pas à identifier la cause et ou la conséquence d'un processus, l'IA crée une espèce de ticket de support, si vous voulez, qui chez nous va être une investigation. Et dans cette investigation, l'IA va dire, voilà, j'ai identifié tel élément et je ne sais pas identifier ce qui va autour. Donc, mon threat hunter,
En plus de ce ticket, il va avoir un pop-up, il va avoir une fenêtre comme ça, mais plus grande. Je ne peux pas vous en montrer parce que c'est confidentiel. Et dans cette fenêtre, mon threat hunter va avoir un, un état de la structure qu'il défend. D'accord? On parle ici de milliers de clients différents. Pascal en parlait tout à l'heure, on a besoin de connaître des détails sur l'infrastructure. Or, le SOC de WatchGuard ne gérant pas votre infrastructure, ils vont avoir des notes contextuelles environnementales sur le fonctionnement du client et les éléments qui ont déjà été identifiés comme étant normaux et légitimes dans le contexte de votre client, spécifiquement. Et donc, mon threat hunter a donc un, un historique, un état de la situation de la victime potentielle. Il a des informations sur l'événement, d'accord? Et donc ici, lui va investiguer. L'investigation doit conduire logiquement à la clôture de l'incident parce que le threat hunter va pouvoir confirmer que ce comportement est normal. Et donc, si j'ai une investigation qui se clôture suite à l'investigation, personne n'a d'alerte, c'est le fonctionnement normal, tout va bien. Dans certains cas, et c'est le cas ici, quand je fais joujou avec mes collègues du SOC, mes collègues me disent que on a identifié quelque chose, notamment à travers les télémétries du MDR, d'accord? Donc je suis bien dans un total MDR. Et donc il me pose une question, tiens, est-ce que tu pourrais vérifier telle chose? Est-ce que tu pourrais vérifier que le fonctionnement de telle politique? Est-ce que tu pourrais vérifier que tu as bien bloqué tel pays, etc., etc. Et ici, je peux chatter avec mes collègues. Alors oui, c'est en anglais, mais en même temps, l'informatique, c'est en anglais et la cyberdéfense, c'est en anglais. Vous pouvez utiliser un Google Trad ou un DeepL ou n'importe quel traducteur, ça marche très bien. Pour ce type de conversation, on n'est pas dans les arts littéraires et dans la poésie, le traducteur fonctionne parfaitement aujourd'hui. D'accord? Donc ici, je vais pouvoir updater l'information et puis mon threat hunter, je ne vais pas faire mes tickets, j'en ai besoin pour les démos. Mon threat hunter, lui, va arriver à une conclusion et va clôturer l'incident. Et là, tout va bien. Ce qui pourrait se passer, c'est que cette investigation devienne une détection. En me parlant ou pas, le threat hunter identifie que ce comportement n'est pas normal. Alors si je remonte dans le temps, j'en aurai un petit peu. J'en ai pas toujours, moi, des détections. Je fais pas tant de bêtises que ça. Voilà. Ici, j'ai une détection de menace. Et en fonction des événements du contexte, etc., ma détection peut avoir différents niveaux de criticité qui vont moduler le, le niveau d'agressivité de la réponse. Dans les niveaux bas, moyen et haut, l'attaque est en cours, mais il n'y a pas encore de raison de paniquer. Donc dans les cas bas, moyen et haut, on va vous alerter. On va vous dire, voilà, il est en train de se passer ça. Votre client ou vous-même êtes sous le coup d'une attaque. L'attaque ne passe pas. Les systèmes de défense tiennent bien. On a des informations sur l'attaque. On a plein de choses. On vous recommande des actions de fond. Aujourd'hui, l'attaque est bloquée, mais on ne voudrait pas que ça dégénère. Donc, ce serait bien que chez vous, vous preniez soin de, dans votre firewall, de bloquer tel et tel type de pays, de fermer tel et tel port qui sont salement ouverts sur l'extérieur, de patcher tel programme, puisqu'on voit que ce groupe de pirates exploite telle et telle vulnérabilité dans d'autres pays. Donc, patcher tel truc. Comme ça, on est sûr que la situation ne dégénère pas. Donc, pour ça, on ne vous appelle pas. On vous envoie un email. Vous l'avez en heure ouvrée. Vous le traitez comme un événement de support. Vous n'avez pas d'action. Vous n'avez pas besoin de prévoir des équivalents temps plein. C'est votre support technique qui va traiter ça. D'accord? Merci de patcher tel truc. Merci de fermer tel truc. Merci de remettre ça en question. Et ça s'arrête là. Vous confirmez que vous l'avez fait. Fin de l'incident. Et ça se traite en heure ouvrée. Quand l'incident est critique, c'est légèrement différent. Critique, ça veut dire que c'est critique. C'est la cata. Le pirate est rentré. On le voit. On a son IP, on a le mode de pénétration, on a les éléments qu'il a essayé de faire avec plutôt un bon niveau de confiance. Il peut y avoir une erreur, ça peut arriver. Si du jour au lendemain, l'un de vos administrateurs se barre en vacances au Kazakhstan du Nord et qu'il se connecte d'un coup d'un seul et qu'il se trompe 2 fois de mot de passe, ça fait beaucoup d'événements. Et oui, on pourrait décider de lui tomber sur le rable vu ses droits d'exécution. Mais malgré tout, contextuellement, c'est pas un faux positif. Il y a bel et bien un doute. D'accord? Donc ça peut arriver. Mais donc un événement critique, c'est différent. Un événement critique, on va commencer par le bloquer. Étape 1, on bloque, on identifie des comportements. Et donc en fonction du type d'événement et du type de produit auquel vous nous donnez accès, eh ben, on bannit des IP, on bannit des domaines, on bloque des comptes utilisateurs, on désactive du MFA, on désactive des jetons, on isole des périphériques, etc. Étape 1, on bloque. Étape 2, on vous appelle.
Nous, on bosse 24/7. Ok. La nuit du Nouvel An, on peut vous appeler. Si vous nous dites de ne pas vous appeler la nuit et le week-end, on ne vous appelle pas la nuit et le week-end. C'est pas grave. En réalité, c'est pas grave. L'attaque est bloquée. On a arrêté le pirate. D'accord? Vous n'avez pas besoin de courir. Vous n'avez pas besoin, vous, prestataire, de faire du 24/7. On arrête. On a arrêté l'attaque. On vous appelle. Si on ne peut pas vous appeler, qu'on vous ait appelé ou pas d'ailleurs, on va vous envoyer un rapport en vous disant aujourd'hui, à telle heure, chez tel client, quand vous êtes MSP, il vient de se passer ça, avec toute l'arborescence des événements. Voilà ce que vous devriez faire. Vous devriez fermer tel port, bannir tel IP, bloquer tel type de pays, patcher tel truc, changer le mot de passe de tel compte utilisateur qui est visiblement compromis, etc., 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 etc. Vous pensez que c'est info positif, bah vous prenez votre console et puis vous dites bah non, c'est mon collègue Jean-Mi, il est parti en vacances au Kazakhstan, puisqu'il est kazakh lui-même. Donc non, c'est bien Jean-Mi qui s'est connecté. Vous êtes sûr, vous l'avez appelé pour vérifier que c'était bien lui? Vérifiez toujours. D'accord? Mais voilà ce qui se passe. Et donc, on ne va interagir avec vous que quand il y a quelque chose qui nécessite. D'accord? Mais ce n'est pas à vous de lever les alertes, c'est à nous. D'accord? Nous, on identifie quelque chose de potentiellement malveillant, potentiellement dangereux, qui nécessite une modification de long terme pour améliorer l'hygiène ou une réponse pas instantanée, puisque c'est nous qui avons géré l'instantané, mais une réponse de fond pour mettre fin à une attaque définitivement. Question? C'est clair pour tout le monde? Alors, je ne vous ai pas montré le contenu de ce truc-là, mais en gros, voilà, c'est fait comme ça, vous aurez le détail. Vous pourrez, dans les paramètres d'onboarding, modifier vos paramètres de contact, à quel numéro on vous appelle, est-ce qu'on vous appelle le jour, la nuit, dans quel ordre, qui est-ce qu'on appelle d'abord, à qui est-ce qu'on envoie des emails. Vous pourrez ici traiter l'intégration des différents produits, que ce soit Office 365 dans toutes les licences ou des produits tiers dans Core MDR for Microsoft ou des produits tiers dans OpenMDR. D'accord? Et quand on fait l'intégration d'un ou plusieurs tenantes Office 365, puisque vous pouvez en connecter plusieurs sur le même compte, il peut arriver qu'un client ait plusieurs tenantes, eh bien, on va faire ça, il y aura l'intégration, ici, vous aurez une KP pour vous guider. Pas de questions? Il est 11h07, je pense n'avoir rien oublié. Si des questions vous viennent après coup, n'hésitez pas à contacter votre channel. Si vous ne savez pas qui contacter, france@watchguard.com. Si vous voulez poser des questions techniques, vous pouvez m'envoyer directement un email ou écrire aux avant-ventes à l'adresse se-france@watchguard.com. Les trials peuvent s'organiser dans un certain nombre de cas si vous voulez essayer le MDR, mais il faut bien vous dire que essayer le MDR impliquerait que vous soyez en capacité de déclencher des événements de cybersécurité, des attaques à l'intérieur de vos infras peut-être de production, ce qui nécessite des compétences et surtout du temps. Donc le test du MDR, ça se discute avant. Si tout n'était pas clair pour les licences, votre channel ou votre avant-vente préféré, toujours pas de questions. Pascal, un petit mot avant que je clôture? Je pense que tout a été dit. On est vraiment sur un sujet aujourd'hui. On peut pas le mettre de côté. Les attaques telles qu'elles sont et telles qu'elles vont continuer à s'amplifier, notamment par l'usage de l'IA par les attaquants. Il faut absolument que vous vous dotiez d'armes de surveillance et d'investigation. Quelle qu'elle soit, quel sera votre choix par rapport aux différentes palettes qui ont été brassées WatchGuard ou non WatchGuard, en tout cas, faites-le. Vous savez, on parle souvent en cybersécurité d'état de l'art. L'état de l'art, c'est quel niveau technologique on doit avoir pour être bien sécurisé et pas être à la traîne pour prendre les attaques opportunistes des cybergangs. Le SOC, de manière générale, aujourd'hui, doit rentrer dans l'état de l'art. On ne peut plus considérer qu'il n'en fait pas partie. Donc, voilà, considérez-le, pensez bien à vos critères d'évaluation, pensez bien à ce que vous voulez faire, pensez bien à votre écosystème et qui peut vous aider le plus. Et puis, n'hésitez pas à nous demander des conseils si vous êtes perdu, une fois de plus. Alors, deux choses avant de finir. Un, pour répondre à la question qui n'a pas été posée, oui,
Quand vous allez être confronté à un événement de cybersécurité, nous n'allons pas vous laisser seul. Vous pouvez contacter la cellule de threat hunting par téléphone, par email ou par le chat dans le ticket d'incident pour avoir un accompagnement. Alors, c'est pas nous qui allons vous aider à patcher un serveur, ce n'est pas notre métier, c'est plutôt le vôtre, d'accord? Mais on va vous aider à identifier les points de vulnérabilité, on va vous documenter les éléments qui ont été compromis, les comptes utilisateurs, etc., etc. Donc oui, on va vous accompagner dans le processus global de remédiation. Non, vous ne serez pas seul. Deuxième chose, puisque la question a été posée, oui, vous allez recevoir le lien vers l'enregistrement probablement dès aujourd'hui, si on a le temps de convertir et de poster les éléments. Mais je vois que la bande passante n'est pas folle aujourd'hui. Je pense que les fibres optiques ont chaud. Du coup, pour finir, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous contacter s'il y a quoi que ce soit. Euh, Hydratez-vous, protégez-vous de la chaleur, protégez vos infras. L'été approche, c'est un moment crucial pour les attaquants. Et puis, ma foi, à bientôt. Bonne Bonne journée tout le journée. monde.